Alors, soyez les bienvenus sur ma 10e vidéo en français. Aujourd'hui, je profite de sortir un petit peu parce que comme vous voyez, il fait très beau. Et ceci sera probablement le dernier week-end que j'aurai. Tout ensoleillé et avec plein de chaleur, je pourrais porter mes shorts. Donc, je me suis dit, on va se balader un petit peu et parler des choses sans scénario, sans absolument rien préparé avant. Ce sera tout simplement mes connaissances que je vais juste vous les partager. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais parler, c'est de la mondialisation, particulièrement dans le sujet ou les phénomènes de koiné. Mais bon, tout d'abord, il faut faire la définition de qu'est-ce qu'un koiné. Alors, koiné, c'est un mot grec qui est normalement lié ou associé avec les phénomènes des langues véhiculaires, ou ce qu'on attend et ailleurs on appelle lingua franca. Ça fait référence plutôt à cette époque, à l'époque hellénistique, pardon, à la période hellénistique après les conquêtes d'Alexandre Magno. Je ne sais pas comment on l'appelle exactement, mais lui, tout à la fin de ses conquêtes, en fait, la plupart du monde antique était dominé par la culture grecque. Et durant la période hellénistique, justement, tout le commerce, la diplomatie, la politique et en général tous les échanges entre les différentes cultures du monde antique se faisaient tout en grec. Et pas juste qu'en grec, en fait. Disons une modalité, un dialecte très précis du grec. C'est ce qu'on appelle koiné. Et donc pourquoi est-ce que je cherche à faire justement à parler du koiné et des mondialisations sur la même vidéo? Parce que je peux expliquer un petit peu le monde après les conquêtes d'Alexandre, justement, dans le cadre de la mondialisation culturelle, surtout. Mais aussi parce que on fait souvent l'erreur de voir ou de penser au monde antique comme quelque chose d'homogène, quand c'était pas du tout le cas. En fait, quand on parle de mondialisation, et il faut toujours tenir en compte ça, que la mondialisation est un phénomène qui demande obligatoirement une diversité précédente pour justement retrouver cette mélange de cultures qui implique justement la mondialisation, surtout la mondialisation des idées. Donc, koiné, malgré le fait que ce soit une terminologie réservée plutôt à la langue véhiculaire que s'utiliser dans le monde antique après les conquêtes d'Alexandre, dans le monde hellénistique, on peut aussi les comprendre. Et en fait, c'est ce que j'argumente, c'est qu'on peut utiliser les concepts de koiné justement pour comprendre que la mondialisation, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas un phénomène récent en fait, c'est quelque chose que l'humanité a déjà vécu plusieurs fois. Et en fait, peut-être que ce serait bien de commencer à penser à l'histoire et surtout à l'histoire humaine comme quelque chose composé justement par des différentes couches de complexité. Par exemple, on fait souvent l'erreur de vouloir juger les gens du passé, les gens de l'Antiquité, par nos propres valeurs actuelles. Il faut toujours penser qu'il y a des innovations sociales, politiques, économiques, etc. qui n'existaient pas avant. Donc, la façon dont on voyait le monde dans l'Antiquité n'était pas la même qu'aujourd'hui. Ça, c'est clair. Et en fait, quand vous pensez bien au sujet, il ne faut pas aller trop loin pour se rendre compte, justement, de comment sont les choses. Il y a 100 ans, le monde était totalement différent à celui qu'on vit actuellement. En fait, les mondes dans lesquels je suis né, moi, dans les années 80, étaient totalement différents à ce que j'expérience aujourd'hui. Disons que moi, en tant qu'une personne LGBTQ, je pense que mon cadre de vie actuel n'aurait pas été du tout le même il y a 35 ans, quand j'étais né. Donc le monde évolue, bien évidemment, le monde change. Et c'est surtout la création et
les développements des innovations, justement, surtout les innovations sociales et politiques, ce qui nous a fait avancer en tant que société. Parce que le développement économique et scientifique, disons, c'est quelque chose qui sera toujours lié à notre évolution sociale et politique, mais qui n'est pas directement lié ou qui ne dépend pas directement d'une évolution sociale. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut être très avancé au niveau technologique et au niveau scientifique sans avoir une évolution politique qui corresponde à ces niveaux d'avancement technologique et scientifique. Et comment est-ce qu'on peut affirmer ce genre de choses si facilement? Faut tout simplement lire un tout petit peu d'histoire. Comme je vous l'ai dit, les koiné, c'est une terminologie qui est vraiment associée à une période très spécifique de l'histoire. Cependant, c'est pas le seul moment de l'histoire, c'est pas le seul contexte historique où telle chose comme un koiné s'est développé dans le cadre de la mondialisation. Il faut comprendre par exemple que on a toujours la tendance à simplifier ou à démériter la réalité du monde de l'Antiquité. On pense que les gens d'avant étaient saints, que les gens d'Antiquité, nos ancêtres étaient des gens moins intelligents, moins capables en général, dans tous les niveaux. Pas juste le niveau social, pas juste le niveau scientifique, mais dans tous les niveaux en fait. Et ça c'est une grosse erreur. Penser que les gens d'avant réagissaient, ou pensaient, ou réfléchissaient, ou ressentaient des choses différemment qu'on le fait aujourd'hui, de ce qu'on le fait aujourd'hui. C'est pas vrai. La meilleure façon de le voir, la meilleure façon de le voir et d'avoir des évidences, disons des preuves qui démontrent justement qu'on n'a pas changé en termes d'espèces, disons, en termes d'espèces sociales et de nos interactions sociales. On n'a pas changé au niveau de notre psychologie et de notre façon de penser, de notre façon de réagir, de notre façon de faire les choses. On n'a pas vraiment trop changé. Et en fait, dans les contextes historiques, justement, ça c'est un exercice, ça c'est une expérience super importante à faire, surtout pour mettre dans le bon contexte toutes les choses. Et c'est de justement voir les communications et les correspondances et les anciens courriers surtout. Les anciens courriers surtout. Pas juste parmi l'élite, disons. Parce que malheureusement, l'histoire n'est pas écrite que par les vainqueurs, mais c'est aussi écrit que par les élites. Donc on a souvent une perspective un peu déformée sur la vie dans l'Antiquité. À cause de ça, parce qu'on pense que les gens justement qui nous donnent l'histoire, qui ont écrit l'histoire, c'était eux les citoyens communs. Et en fait non. Quand on pense par exemple à des historiateurs comme Tacitus ou le même Cicero ou Cicero, je ne sais pas comment ça se dit en français. Mais bon, en latin c'est Cicero. Quand on pense à ce genre de personnes, à ce genre de personnes justement qui ont pris le temps d'écrire l'histoire, il faut toujours mettre en contexte le fait que dans l'Antiquité, la grande plupart, mais l'énorme majorité des gens ne savaient pas lire ni écrire. C'était que les élites en fait qui avaient parfois juste, c'est une question de droit et parfois c'est une question de ressources justement pour apprendre comment écrire et comment lire. Donc la perspective de l'Antiquité que nous avons et l'histoire qu'on nous a été racontée doit toujours être interprétée et avoir toujours la petite étoile pour se souvenir tout le temps que ça c'est l'histoire racontée selon les élites. Ça c'est l'histoire racontée selon les vainqueurs, selon les gens qui avaient le pouvoir, pas le citoyen de la rue, pas les gens normaux quoi. Et qu'est-ce que ça a à voir avec les koiné et la mondialisation dont je parle? Comme je vous ai dit, l'histoire on peut la comprendre ou on peut voir l'histoire un petit peu, l'histoire de l'humanité, on peut la voir un petit peu comme justement des couches de complexité. Et chaque couche de complexité devient encore plus complexe et compliquée justement grâce et à cause de nos développements et nos évolutions sociales et les innovations sociales et politiques. Quand on voit par exemple les communications et les courriers entre les citoyens de la rue, les gens normaux, dans l'ancienne Mésopotamie, surtout dans les cadres de commerce, dans les cadres de l'égalité, surtout des lois, on voit que les gens sont toujours la même chose. On a toujours les mêmes envies,
le même objectif et la même façon de faire les choses. Par exemple, les gens, il y a 5000 ans, ils s'est prêté de l'argent entre eux déjà. Ça existait déjà les concepts d'intérêt. Ça existait déjà le concept d'employé. Ça existait déjà le concept de l'égalité, de l'importance du remboursement, de la rétribution. Et quand on fait l'étude justement archéologique derrière, on se rend compte que ça, c'est des innovations qui ne sont pas sorties de nulle part, en fait. Il y a un long développement derrière. Parce que par exemple, en Mésopotamie, on part toujours de l'Empire d'Akkad et même avant celui-là, il y avait les Sumères dans le sud de la Mésopotamie. On parle d'eux comme si c'était vraiment la première civilisation humaine dont on a des preuves archéologiques. Mais la réalité, c'est que le plus qu'on parle et on discute de qu'est-ce que la civilisation, le plus qu'on se rend compte que ça ne veut rien dire en fait. Parce qu'avant les Sumériens, les Sumériens ou les Sumériens, je ne sais pas comment ça se dit en français, avant qu'ils commençaient justement à nous laisser les registres des choses qu'on peut lire, le premier système d'écriture dont on a connaissance, encore une fois, parce que peut-être que ça existait avant, mais on n'a pas les preuves parce qu'ils sont disparus. Mais certes, les premiers exemples d'écriture se sont trouvés justement au sud de la Mésopotamie. Mais ça ne veut pas dire que c'est vraiment les premiers gens qui ont pensé à écrire ou à mettre sur une surface solide pour que ça reste pour longtemps les pensées ou nos expressions ou n'importe quelle idée qu'on voulait exprimer justement. En fait, il y a des exemples encore plus anciens que ça, comme la culture Vincha en Bulgarie, qu'on ne connaît pas encore tous les détails, mais on pense que ça peut être un système d'écriture encore plus ancien que ceux qui ont été développés en Mésopotamie. Mais pendant justement la période la plus ancienne de l'histoire de la Mésopotamie, mais pendant cette époque-là, justement, les gens ont développé une façon de voir le monde qui était adaptée à leur niveau justement de développement social et politique. Certes, des concepts et des notions sociales, comme par exemple l'intérêt, les prêts, l'argent, la valeur, le travail, l'esclavage, tout ça a été déjà, c'est des définitions, des concepts, des idées qui existaient déjà à cette époque-là. Bien évidemment, il y avait plein de choses qui n'étaient pas au courant. Et donc, il fallait justement chercher une explication et une vision du monde, une conception du monde. Il fallait l'avoir pour pouvoir donner un peu de logique et du sens au monde. Et ça, c'est quelque chose d'humain. C'est super, c'est quelque chose de totalement naturel. C'est quelque chose qu'on fait chaque individu. On le fait tout le temps. On essaye tout le temps de retrouver un sens ou une signifiance à nos vies, à nos actions, au monde en général. Pourquoi on est là? Pourquoi est-ce qu'on existe là? Pourquoi voilà. Ça, on le fait déjà au niveau individuel. Mais on le fait aussi au niveau global et au niveau social. Les êtres humains sont des animaux sociaux. Ça veut dire forcément que aussi le collectif, il a le même besoin de donner une explication à son existence, à sa présence, d'où l'on vient, pourquoi on est là et comment est-ce qu'on doit se traiter entre nous en fait. Qui suis-je? Qui es-tu? Et qui sommes-nous? Ça, c'est des questions des questions basiques de philosophie que l'humanité s'est posée depuis, je suis certain, depuis les tout débuts de notre existence. Les moments qu'on a développé justement notre capacité de nous abstraire à ce point-là. À partir de ce point-là, je suis sûr qu'il y a des différents gens, de différents groupes de personnes qui se sont posées ces questions. Et c'est pour ça que nous avons des différentes façons de voir le monde. Ce qui est intéressant, c'est justement quand il y a un centre ou un groupe de population ou un groupe de personnes, une élite justement, qui cumule les pouvoirs, on se rend compte de plus en plus que cette élite, en fait, a l'effet de filtre culturel. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis que l'élite fonctionne ou a l'effet d'être comme un filtre au niveau culturel? En gros, l'élite va dicter ou va sélectionner justement les éléments d'une culture, soit la propre
ou soit celle des autres, mais l'élite va prendre justement les éléments culturels qui les conviennent le plus ou qui s'adaptent le plus à son identité, à leur propre définition, et les autres vont être, disons, mis totalement à côté. Ça aura toujours comme effet que la culture de l'élite, justement, ou ces éléments culturels choisis direct ou indirectement par l'élite, auront une espèce de prestige. C'est une question de prestige culturel. Si l'élite l'aime bien, si l'élite aime bien quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose de cultivé, c'est quelque chose de bonne culture, c'est une bonne culture en fait. Et pensez bien à ça, parce qu'on fait souvent l'erreur de penser que la culture c'est que les musées, c'est que voilà, l'opéra, c'est que ce genre de choses. Et ça c'est lié justement à ces phénomènes. L'élite qui choisit quel élément de la culture sont privilégiés, sont prestigieux et qu'ils ne le sont pas. Si par exemple on voit des gens là, des bobos qui sont tous comme ça, ferment tête quand ils voient des gens là dans cette soca ou dans ce reggaeton, c'est parce que eux, ils pensent que leur culture à eux est supérieure à la culture de ces personnes-là qui dansent du soca et qui dansent du reggaeton. Pourquoi? Parce que souvent, les gens qui dansent soca ont moins d'argent que les gens qui vont à l'opéra. Et comme j'ai déjà dit, pour le voir, il faut tout simplement examiner un petit peu l'histoire. Par exemple, dans l'Antiquité, à l'époque des Romains. Dans l'époque des Romains, disons que tous ceux qui étaient grecs ou égyptiens portaient une espèce de valeur supplémentaire pour être justement des cultures liées à une très très longue histoire, surtout par rapport aux Romains. Tous les sentiers, les idées, même les langues grecques et égyptiens portaient un prestige lié justement à leur longue histoire. Ce n'était pas le cas du tout avec les cultures celtiques et avec les cultures germaniques. Tous ceux qui étaient liés justement aux cultures celtes, aux cultures germaniques, étaient quelque chose de bas, de barbare. Imaginez-vous un Romain en train de voir un druide faire l'un des, l'un des trucs là qui faisait les druides, des divinations, des trucs là, quoi qu'il en soit, qu'il aurait fait les druides, un Romain l'aurait vu comme quelque chose de primitif, quelque chose de bas, en fait, quelque chose de... Lorsque la même divination m'est faite par un grec dans son temple, avec tous les machins, les danses, etc. Ah non, mais ça c'est vrai. Ça c'est le bon. Pourquoi? Parce que c'est grec. Donc c'est cultivé. Donc c'est mieux. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que le mot roman, il était déjà mondialisé. C'est une mondialisation à une échelle totalement différente, celle qu'on a maintenant. Parce que notre capacité technologique est totalement différente. Mais le monde fonctionnait pareil. Le monde fonctionnait pareil. Il existait justement des élites qui choisissaient quelle culture ou quel élément de la culture était ceux qui on va déclarer ou on va consacrer comme quelque chose de prestigieux, comme quelque chose de cultivé, et aussi tout le reste, surtout la culture des gens là, des gens de la rue, des gens communs et des étrangers, comme quelque chose de négatif, comme quelque chose d'inférieur, comme quelque chose de pas cultivé. Mais Célio, pourquoi tu parles des Romains? Ah ouais, c'est parce que j'ai un bias contre les Européens. Non, le même phénomène existait en Afrique, surtout parce qu'il faut toujours que vous vous souvenez que l'Égypte et les Égyptiens sont africains. Donc le même phénomène existait 3000 ans avant les Romains. Ça se passait pareil chez les Égyptiens. Les Égyptiens ont fait la même chose avec les gens justement du Levant, les anciens Canaanites, ainsi que les gens de la péninsule, pas les anciens Arabes, les anciens Arabes, les Libyens et surtout les gens de Kush. Le Kush était justement un pays au sud de l'Égypte qui a été pratiquement colonisé culturellement par les Égyptiens. Mais bon, c'est pas un phénomène exclusivement européen, c'est un phénomène humain. Même dans les plus petits, les plus petites cultures,
on peut se rendre compte de comment, justement, lors du parcours de l'histoire de l'humanité, les élites ont toujours choisi ou consacré une partie de la culture, surtout la partie qui les convient à eux, ou qui les décrit le mieux, comme justement la meilleure ou la partie qui est vraiment culturelle. Mais l'histoire nous démontre aussi que cette circonstance, ce scénario, est souvent quelque chose d'éphémère. C'est-à-dire, même si le pouvoir se concentre pendant très très longtemps dans les mêmes endroits et par les mêmes élites, ça ne dure pas trop longtemps. Pourquoi? C'est assez simple en fait. Une élite qui veut justement être gardien des éléments culturels va jamais réussir. Ils vont pouvoir s'imposer pendant un petit moment, le temps que justement ils ont les maximums des pouvoirs, ils ont les maximums de ressources justement pour soutenir la logistique requise pour pouvoir s'imposer culturellement. Parce que la position politique et la position politique et économique est aussi une imposition culturelle. Mais pour s'imposer culturellement sur un peuple, il faut avoir les pouvoirs et les ressources pour soutenir la logistique nécessaire. Ça ne dure pas pour toujours. L'histoire nous le démontre. Il existe un nombre monstrueux, vraiment monstrueux d'exemples d'élites qui ont pu garder les pouvoirs pendant un petit moment, mais qui n'ont jamais réussi à les garder pour toujours. Et ça sera toujours la réalité humaine. Voyons par exemple, ou examinons par exemple, les changements de paradigme dans l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis changement de paradigme? C'est simplement la façon dont on a changé notre manière de voir et de comprendre les fonctionnements de la société en général. On fait souvent l'erreur de penser par exemple, quand on pense à la Grèce antique, on pense souvent que les gens de cette époque-là, ils s'appelaient à eux grecs, ou on pense qu'ils se voyaient justement comme les mêmes peuples. Et c'est pas du tout le cas. C'était pas du tout le cas. Disons, quelqu'un d'Athènes et quelqu'un de Sparta n'auront jamais pensé à eux comme deux personnes de la même nation, du même peuple, même de la même culture. Ils auraient dit que c'était des cultures totalement différentes. En fait, c'était des langues complètement différentes. Rappelez-vous que les Spartans, ils fonctionnaient en monarchie, les Athéniens en démocratie. C'était deux systèmes politiques totalement différents. Pas que, c'est une façon de voir les gens complètement différents aussi. En Sparta, par exemple, les femmes, et en général dans la culture dorique, les femmes, ça avait une liberté énorme en comparaison à ailleurs en Grèce en fait. Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours tenir en compte, tu sais, qu'on comprend, qu'on visualise justement comme la Grèce, ça n'existait pas avant. Ça, c'est une invention que nous avons fait récemment. La Grèce comme concept, comme nation, est quelque chose de moderne, pas d'antique. Dans l'Antiquité, la Grèce n'existait pas. Et la culture grecque n'était pas vue justement comme un monolithe ou quelque chose de défini, sinon comme un éventail en fait de différentes expressions culturelles, toutes liées carrément, toutes associées. Carrément, il y avait beaucoup plus de points en commun entre la culture dorique et la culture athénienne que entre la culture athénienne et la culture égyptienne. Mais ils ne se voyaient pas et ils ne se comprenaient pas comme deux parties de la même culture, du tout. Donc quand on parle du passé, c'est super important tout le temps de tenir en compte ces genres de différences entre les gens de l'Antiquité et nous aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, nous avons l'innovation du concept des nations. On comprend la nation comme justement un peuple qui partage des éléments culturels en commun, d'une façon qui n'existait pas avant. Quand on pense par exemple à la nation, une façon simple de le comprendre, c'est de penser encore une fois aux Romains. Parce que le Romain, il donnait justement la citoyenneté romaine aux autres peuples qui n'étaient pas partis de la ville de Rome. La ville de Rome, c'était justement la métropole, c'était le vrai centre culturel, c'était la vraie culture et c'était le vrai peuple. Tous les gens aux alentours
ceux qui s'alignaient justement, ou qui se rapprochaient, ou qui acceptaient, ou qui assimilaient, ou qui choisissaient d'être partie de ces éléments culturels, c'était eux les premiers à avoir les citoyennetés. Normalement, c'est quelque chose de logique. Les gens qui étaient les plus proches de la métropole étaient les premiers à s'culturiser, à assimiler cette culture imposée par l'élite à la métropole. Les plus loin, les moins, disons, mélangés ou les moins assimilés à cette culture que les gens étaient. Donc, c'est normal que les concepts des nations n'existaient pas avant. Parce que pour avoir une nation-État, comme c'est le cas d'aujourd'hui, comme c'est notre cas actuel, ces élites à la métropole ont besoin de pouvoir exercer contrôle, de pouvoir avoir un contrôle sur les gens dans les périphéries, dans les alentours de la métropole. Les plus efficaces que ce soit ce contrôle, le plus efficace que sera cette imposition culturelle. Et le plus facilement que ce sera cette assimilation culturelle, justement. Ou autrement dit, le plus de contrôle que l'élite puisse exercer sur une population, le plus vite que le phénomène de koiné va se développer. Par exemple, en France, voyons par exemple en France, avant la Révolution, il n'y avait qu'une seule petite partie, une très très petite partie de la population qui parlait français. Le reste du monde parlait diverses langues, d'oïl ou d'oc, mais il y avait tout un mélange linguistique dans ce qui constitue les territoires de l'Hexagone aujourd'hui. Cependant, cherchant justement à avoir ces contrôles, la construction de la nation française, l'une des premières choses à faire, c'était de rendre homogène la communication entre l'élite, le peuple et tout le monde. Enfin. Et c'est l'élite parisienne qui a choisi leur propre prononciation, leur propre langage pour l'imposer sur tous les territoires français et sur toutes les colonies françaises comme le vrai français, comme la façon correcte de parler français. Ça veut dire que pendant 200 ans, disons, à peu près, le français, ce qu'on parle aujourd'hui comme français, était une langue véhiculaire pour permettre justement aux gens de Picardie de communiquer avec les gens de la Côte d'Azur et de communiquer avec les Bordelais, etc., etc., etc. Le français était une langue koiné, surtout après la Révolution. Ah, j'ai plus de batterie pour mon truc là pour stabiliser la vidéo. Bref, je vais finir là maintenant parce que ça fait très longtemps que je parle et les gens me regardent de façon comme un fou, quoi. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que le phénomène des koiné, c'est pas quelque chose isolé, c'est pas quelque chose d'isolé, c'est pas quelque chose qui s'est passé une seule fois lors de notre histoire. C'est un vrai, c'est la réalité ou c'est les conséquences de l'imposition politique et culturelle d'une élite sur une population, soit petite, soit grande, soit au niveau d'empire, soit au niveau de nation, soit au niveau d'une commune. Mais ça peut se reproduire à n'importe quelle échelle en fait. N'importe quelle échelle. Et c'est important de penser à ce genre de choses et à ce genre de concepts et de définitions parce que moi, j'argumente, moi je poserai l'argumentation de que nous sommes en train de vivre justement la fin d'un koiné. La fin d'un koiné imposé justement pour l'empire américain, l'empire culturel et économique américain. Carrément, la mondialisation actuelle est une mondialisation en anglais. Le commerce, la politique, la diplomatie, les relations internationales, la communication, tout doit être en anglais. Et c'est pas parce que tout le monde parle anglais. C'est pas du tout le cas. C'est surtout parce que nous avons l'attente justement de que si vous connaissez pas ma langue, si je peux pas me communiquer avec vous dans ma langue maternelle ou les langues que je connais, au moins on va pouvoir se communiquer en anglais. Parce que on a, encore une fois, on a tous l'attente de que on comprend tous l'anglais, même si c'est juste un petit peu. Mais on a tous été exposés à l'anglais, on a tous eu un contact ou une interaction avec l'anglais. Moi, selon ce que je vois et ce que j'aperçois, c'est que nous sommes
au tout début de la fin de ces Koiné. L'anglais est et sera encore pendant très très longtemps une langue essentielle pour les commerces et la politique et la diplomatie. Mais moi, ce que je vois, c'est justement une adoption ou une plus grande motivation de la part des gens à mettre en valeur leur propre culture et leur propre langue, un petit peu en refusant et un petit peu en reprisant ou en changeant ou en choisissant les éléments justement de cette culture mondiale pour les interpréter à travers les filtres culturels de chaque population dans le monde. Par exemple, moi, je peux parler qu'en tant que Vénézuélien. Parce que malgré le fait que j'ai vécu parmi toute la planète, j'ai eu la chance d'habiter dans des pays très très différents. Ma culture est une culture vénézuélienne. La culture vénézuélienne, disons, a été définie pour l'influence américaine. Nous sommes vraiment des gringos. Les Vénézuéliens, nous sommes des gringos. Des faux gringos. De plus en plus que la chute, disons, la chute de la révolution bolivarienne et la chute du pays en général, la chute de l'État vénézuélien, la destruction totale du tissu social, politique et économique du Venezuela a eu comme résultat que les gens qui ont resté là-bas et qui sont, nous qui sommes là en Europe et ailleurs, on a commencé à passer par une crise d'identité justement énorme. C'est un phénomène vraiment vraiment intéressant parce que on voit justement une fierté, disons, pour des éléments culturels que moi, au moins moi, je suis totalement conscient qui sont des éléments que nous avons pris ou qui se sont développés à cause ou grâce à l'influence américaine, mais qui en a fait notre, qui là maintenant sont des choses de notre culture à nous. Mais en même temps, moi comme individu et nous comme société, les Vénézuéliens, on fait justement une examination et on voit qu'il y a plein de choses de notre culture qui sont pas du tout liées à la culture américaine. C'est notre culture vraiment originaire, celle qui vient des indigènes, celle qui vient des Caraïbes, des Arawaks, les gens là qui étaient bien avant les Espagnols. On voit qu'il y a un sort de complexe par rapport à ça. Et pourquoi? C'est parce que l'élite espagnole nous avait dit depuis très très longtemps que la culture indigène, que la culture africaine et que tous ceux qui n'étaient pas européens étaient inférieurs. On a essayé toujours de mettre en valeur justement ces concepts, ces définitions, cette façon de voir le monde qui a été imposée par les Espagnols comme quelque chose de culturellement supérieur. Et voir toutes les innovations indigènes et tous les concepts et les façons de voir le monde des indigènes et des africains comme quelque chose de négatif ou d'inférieur. Aujourd'hui, justement, que nous sommes à la fin de cette période de koiné culturelle, moi je vois comme phénomène justement cette rejet ou cet refus à sous-estimer ou pas apprécier justement les éléments qui sont pas européens de notre culture, de nos cultures en général. On peut les voir par exemple au Pérou, au Mexique, en Équateur. C'est des pays en Amérique latine qui ont une histoire indigène beaucoup plus longue que la nôtre et beaucoup plus complexe que la nôtre et avec une population indigène beaucoup plus importante que la nôtre au Venezuela. Donc carrément là-bas, que le côté indigène, il a subi aussi la même destinée que le nôtre, c'est-à-dire tous ceux qui étaient liés aux Aztèques, aux Mayas, aux Incas. C'était toujours vu comme quelque chose d'intéressant, mais inférieur. C'est intéressant. Ah ouais, t'as vu que les Mayas, les Aztèques et les Incas, ils ont fait ça et ça. Waouh! Mais c'est toujours dans le waouh! J'aurais jamais pensé que les indigènes auraient pu faire ça. Ça, c'est la façon dont on a grandi avec cette différence entre culture supérieure et inférieure. Aujourd'hui, je vois que on est en train justement de rejeter et de refuser de continuer à voir les choses de cette manière. Et se dire que, écoute, en fait, peut-être que les indigènes n'étaient pas cons de tout. Peut-être que les indigènes, c'était les plus intelligents en Amérique latine.
Parce que c'était eux qui savaient comment contrôler les éléments, comment contrôler la nature, comment la gérer, comment l'aménager et comment se développer d'une façon beaucoup plus sustentable que les Européens. Donc, pour conclure, je vous répète une phrase que j'ai dit tout au début. Où les développements technologiques et scientifiques ne sont pas toujours associés ou ils n'arrivent pas en même temps que les innovations sociales et politiques. Donc, une culture ou un peuple, un pays très développé scientifiquement ou technologiquement n'est pas forcément un peuple, une culture ou un pays très développé socialement ou politiquement.